Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau du Village Semence pour notre deuxième interview du jour. Je suis heureuse d'accueillir Philippe Gutzmann sur ce plateau. Philippe, vous êtes un spécialiste de la grande consommation. Vous avez fait toute votre carrière dans la grande distribution et aujourd'hui, vous conseillez la distribution, vous conseillez les industries agroalimentaires dans leur stratégie face à leurs clients. Alors, on sort, Philippe Gutzmann, de la période des négociations commerciales annuelles et comme chaque année, on entend beaucoup de retours peu satisfaits de cette période de négociation commerciale et notamment du monde agricole qui explique chaque année que les prix ne sont pas là pour rémunérer sa production. Oui, merci de votre invitation. Oui, tous les ans, vous le dites avec raison, ça fait au moins 20 ans que j'observe ça et tous les ans, on a cette période des négociations qui s'achève le 1er mars et tous les ans, les acteurs ne sont pas satisfaits. Au passage, un clin d'œil, c'est que de toute façon, dans une négociation, on n'est jamais satisfait. Quand on est satisfait, c'est qu'on a mal négocié. Donc les parties de tous côtés sont toujours insatisfaites. C'est même presque une règle du jeu. C'est vrai que du côté du monde agricole, on est cette année insatisfait, notamment sur les filières d'élevage. Hein, c'est le sujet d'ailleurs sur les dernières années qui est toujours vraiment sous la lumière, hein, c'est avant tout l'élevage, et on l'est d'autant plus qu'il y a une forme de déception sans doute entre la réalité qui est vécue et les espoirs qu'avait suscité la loi Egalim, hein, les États généraux de l'alimentation. Donc il y a une forme de hiatus entre la promesse et la réalité, mais qui finalement est pas je comprends, si vous voulez, l'attente des agriculteurs et la déception qu'ils peuvent avoir, ainsi que des industriels. Mais c'est assez logique vu la situation du marché. Et je crois que c'est surtout les espoirs qui étaient sans doute excessifs. Au passage, on en parlera qui étaient nés de la crise sanitaire et du fait qu'on avait l'impression que les Français avaient retrouvé l'idée que leur alimentation était très importante et l'industrie nationale aussi. Alors oui, c'est vrai que la crise sanitaire, tout le monde a vu cette crise un peu comme un biais de confirmation de ses propres croyances ou de ses propres espérances. Mais je parle avant tout des espoirs suscités par la loi Egalim qui a été présentée ou qui a été perçue parfois comme étant une loi qui allait tout changer et qui allait enfin permettre la rémunération. Or, la réalité d'un marché, c'est d'abord la consommation et le comportement des consommateurs. Et c'est à partir de là que les choses se construisent. Je crois qu'on avait des espoirs un petit peu excessifs et qui s'éloignaient assez largement des réalités du marché, qui est un marché français, mais qui est plus largement un marché international avec une réalité économique, avec une réalité des pouvoirs d'achat. On en reparlera peut-être. Ce qui me paraît important, puisque vous introduisez le débat sur la question du prix, c'est que je pense qu'il faut que les acteurs comprennent aujourd'hui qu'il faut changer le terrain de la discussion. On parle sans arrêt du prix, et notamment des prix agricoles. Le sujet n'est pas là, le sujet c'est les marges. Or, on sait tous que dans les entreprises, y compris dans les entreprises agricoles, vous pouvez faire des marges tout à fait différentes d'une exploitation à l'autre, d'une entreprise à l'autre, tout en pratiquant les mêmes prix. Ça renvoie finalement au coût de production, à la productivité, à la compétitivité en général, aux charges, etc. Et le sujet, en réalité, il est là. Qu'est-ce que ça veut dire, Philippe Gutzmann? Ça veut dire que les entreprises agricoles dans leur ensemble, les coopératives, doivent passer en revue leur méthode de production pour essayer de voir où est-ce qu'on perd de l'argent, qu'est-ce qui n'est pas efficace dans la façon de produire l'alimentation? Oui, alors ça veut dire deux choses. D'abord, je me garderai de cibler, je dirais, une strate de la filière agroalimentaire. Elles sont toutes concernées. Que ce soit la distribution, l'industrie, le monde agricole, tout le monde peut faire des gains de productivité. Et je vais en rajouter un quatrième, dont on parle jamais, mais qui est pourtant le maillon essentiel, c'est, je dirais, l'État, la sphère publique au sens large. Parce que, je le répète assez souvent, il faut qu'on ait en tête que le monde de la consommation alimentaire en France, le marché de la consommation alimentaire en France est à peu près stable depuis une dizaine d'années, ou même un peu plus loin. Il est à peu près stable en valeur et il évolue chaque année au rythme de l'inflation et de la démographie. Donc, si je prends une image un peu triviale mais alimentaire, le gâteau est le même. Les convives autour de ce gâteau, les agriculteurs, les industriels, les distributeurs sont à peu près les mêmes. Il y a une
petite évolution sur les dernières années avec l'arrivée du digital, mais qui est relativement minime. Et en revanche, petit à petit, l'arrivée d'acteurs étrangers dans le commerce, d'ailleurs aussi dans l'industrie. Les acteurs sont les mêmes autour de la table et en fait, ils vivent tous plus mal aujourd'hui qu'ils ne vivaient il y a 10 ans. Ils ont tous moins de marge qu'ils n'avaient il y a 10 ans. Alors, on l'explique par plusieurs facteurs. Le premier, mais je ne m'étendrai pas dessus parce on n'en parle pas assez, mais il est pourtant assez évident à connaître. La filière agroalimentaire est une filière qui se délocalise extrêmement peu. Par nature, les champs, ils sont là où ils sont. Ça change pas. Les magasins, ils sont également auprès des clients, donc ils sont bien là. Mais les usines, de façon extraordinairement majoritaire, sont en France. Vous avez cité notamment la coopération agricole, c'est également très majoritairement en France et dans les territoires. Et donc c'est une filière qui prend en pleine figure, bien plus qu'aucune autre, tous les dysfonctionnements français qu'on connaît par ailleurs dans le monde économique, c'est-à-dire le surcroît de dépenses publiques qui se retrouvent dans notre fiscalité, dans nos charges, etc. Et donc on a aujourd'hui en France, en 15 ans, un écart considérable entre l'évolution du revenu des ménages, ou du revenu par ménage même, ou du PIB par habitant, vis-à-vis de nos voisins, une évolution qui est plutôt négative, alors que l'évolution des prix en France, même si elle est mesurée, on parle souvent de guerre des prix, elle existe. C'est-à-dire qu'on est le pays de l'Europe occidentale qui a le plus fort écart aujourd'hui entre indiciel, entre le pouvoir d'achat et le niveau de prix. Donc là, il y a un premier facteur qui est l'État. Ensuite, sur les éléments d'amélioration, on a un souci les distributeurs, quand ils vivaient riches dans les années 2000, ont beaucoup investi à l'étranger et peut-être pas assez dans les outils que sont les magasins ou dans le digital. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut faire. L'industrie, je dirais comme le reste de l'industrie, est à la fois pas assez concentré et donc on manque d'ETI en France. On a des très grands groupes internationaux et on a des PME qui manquent de moyens, avec d'ailleurs des écarts de résultats entre ces deux strates qui sont tout à fait considérables. Et puis on a un tissu agricole dans lequel, il faut le dire, la dispersion de résultats pour des exploitations qui sont semblables et dans des territoires identiques est absolument considérable. C'est quelque chose qui est une forme de tabou, je pense qu'il faudra qu'on aborde. Vous savez, dans le monde des entreprises, on en parle beaucoup en ce moment à l'occasion de la crise et des plans, des prêts garantis par l'État. On a beaucoup entendu parler d'entreprises zombies. Eh bien, c'est une réalité. Dans le monde agricole, il y a un certain nombre de fermes qu'on pourrait qualifier, je reprends juste le terme, de fermes zombies. Et il va falloir faire l'effort d'améliorer considérablement leurs résultats, et c'est indépendant du prix. Pourquoi certaines fermes en France vivent avec des prix et d'autres ne vivent pas du tout avec ce même prix, alors qu'elles ont des conditions de terroir et autres qui sont identiques? Ça veut dire mieux former les agriculteurs, mieux former les agriculteurs. Oui, il y a de la formation. Il y a de la formation, il y a de la robotisation ou de l'équipement, il y a de l'investissement. Il y a aussi un facteur, mais qui n'explique pas à lui seul les choses, qui est que, alors, vous en parlez régulièrement, en France, on s'enorgueillit toujours d'un modèle agroalimentaire, d'un modèle agricole de ferme familiale. Et moi, j'en suis très fier, je trouve ça remarquable aussi. Sauf que on ne peut pas avoir un modèle unique. Selon les productions, selon les régions, selon ce dont on a besoin, il n'y a pas de tabou. On peut faire d'excellentes productions dans d'excellentes situations sanitaires, évidemment, mais environnementales aussi, en ayant des fermes de 350 vaches. J'en ai visité une il y a 15 jours qui était absolument exemplaire à tout point de vue. Et à l'inverse, sur certaines productions, avoir une ferme de 25 vaches ou 30 vaches peut être extrêmement performant quand on est sur des sujets très pointus. Et donc, il faut arrêter avec ce dogme. Ça veut dire qu'on est victime de nos images mentales, en fait. Ah, totalement. Totalement. C'est quand même effarant. À chaque fois que quelqu'un veut investir dans le monde agricole avec de l'ambition de quelque chose de plus grand, sans aller même jusqu'à l'épisode qu'on connaît de la ferme des 1000 vaches, immédiatement, on a une sorte de pression médiatique, mais même une forme de pression corporatiste pour essayer d'empêcher cela. Or, on ne peut pas être efficace sur les mêmes productions, enfin sur toutes les productions avec les mêmes méthodes. C'est ce que je veux exprimer. Et donc, au bout, on a des dispersions de résultats très fortes. Et pour pas simplement être sur le schéma de dire chacun doit balayer devant sa porte, ce qui est pourtant ce que je viens de dire, il y a un autre paramètre qui me semble être important. Parce que vous avez posé d'abord la question de la négociation, qui suppose un rapport, une relation commerciale entre les gens, entre les acteurs.
Moi, je pense qu'il y a un levier absolument énorme en France qu'on ne travaille pas ou très peu, parce que justement, depuis 40 ans, on a construit la négociation, la relation commerciale, uniquement sous l'angle de la négociation justement et du rapport de force qu'on a toujours dans une négociation. On l'a toujours. Le sujet, c'est la coopération. C'est-à-dire que la question qui peut se poser, c'est si moi je suis distributeur, qu'est-ce que je peux faire évoluer dans mes pratiques, dans ma façon de travailler, qui va te permettre à toi, industriel, de devenir plus efficace, plus productif et donc de générer de meilleures marges, sans donc augmenter les prix. De la même façon, si je suis industriel, comment je le fais avec l'agriculteur? Et inversement, si je suis agriculteur, qu'est-ce que je peux faire évoluer dans ma façon de travailler de façon à ce que toi, tu gagnes plus d'argent sans que ça me coûte? Il y a des leviers énormes. D'instaurer cet esprit de coopération dans une filière qui est quand même un peu à couteau tiré. Mais non seulement c'est possible, il n'y a pas de raison que ce soit pas possible, ça existe ailleurs. Mais je pense que c'est une absolue nécessité. Parce que continuer à croire qu'on peut se taper dessus tous les hivers et qu'on s'en sortira uniquement en augmentant les prix, on a un mur face à nous. Les clients ne le payent pas. Ils déclarent qu'ils veulent acheter mieux, bien sûr, mais la réalité, c'est que la tension sur le pouvoir d'achat, elle est extraordinairement forte. Et donc, il va falloir qu'on sorte du débat du prix, même s'il n'est pas tabou. On peut évidemment, suivant les filières, suivant les augmentations de matières premières, etc., aller sur ce terrain-là. Mais on ne peut pas en faire simplement un dogme. Il faut qu'on travaille sur les coûts. Et sur les coûts, on peut le travailler en s'entraînant. Il y a des tas d'exemples qu'on pourrait citer autour de ça, mais je vais en retenir un seul, qui est celui qui est porté dans le débat public en ce moment, et je partage, qui est celui des contrats longs. J'ai dit que le monde agricole, pas tout le monde bien sûr, mais et l'industrie, souffre d'un manque d'investissement depuis longtemps, notamment dans les robotisations. Mais pour investir, il faut de la visibilité. Quand vous renégociez un contrat tous les ans et que vous n'êtes pas sûr finalement de votre avenir, c'est très difficile de le faire. Le patron de la fédération des PME parle souvent de CDD. Il dit, nous, on signe des CDD d'1 an. Évidemment, c'était terriblement difficile. Si on rentre dans des logiques de contrats longs, on permet aux entreprises, aux agriculteurs d'investir, d'obtenir des prêts bancaires, de faire les travaux qui leur permettront de devenir plus productifs et plus efficaces. Mais donc ça ce sont des éléments sortir de vertueux. La logique des négociations commerciales annuelles. Ah oui, mais de toute façon, moi je plaide depuis longtemps pour en sortir. Ça n'a strictement aucun sens. C'est d'ailleurs quelque chose qui a été inventé par l'État dans une pratique bien française de vouloir toujours tout contrôler et tout surveiller, mais ça n'a pas de sens. Ça n'existe ni dans les autres pays, ni dans les autres filières en France. Renault n'a pas un contrat annuel avec Valeo, avec une négociation qui justifierait l'équipement en essuie-glace de la dernière Clio. Ça se fait pas comme ça. Il n'y a que dans le monde agricole et agroalimentaire que ça se fait de cette façon-là. Quand on parle des filières, Philippe Gutzmann, certaines s'en sortent mieux que d'autres. Ça tourne un peu selon les années. Il y a eu une embellie sur le lait et probablement que c'est un marché de commodité qui va avoir du mal à augmenter plus ses prix. Quelles sont les bonnes pratiques de certaines filières qui ont réussi à bien s'organiser pour mieux valoriser leur production qui pourraient inspirer le reste du monde agricole ? Indépendamment de tout ce que vous venez de dire sur la coopération nécessaire entre tous les acteurs. Bien sûr. Le lait, effectivement, il y a eu des améliorations récentes parce que le monde économique a compris qu'il y avait effectivement une urgence, même si tout n'est pas réglé, loin de là. Mais en tout cas, il y a eu cette prise de conscience. Ce qui est très frappant, c'est une étude qu'on a menée avec un think tank auquel je participe il y a 2 ans. Ce qui est très frappant, c'est de constater que les endroits où ça va bien en France, en fait, on pourrait presque les regrouper sous le terme de marque. Le comté va bien, mais le comté c'est une marque au niveau mondial. Le champagne va bien. Le Roquefort, quand les Américains font pas des droits de douane dessus, va bien également. Et donc vous avez ces productions agricoles qui sont devenues finalement des marques qui ont une valeur immatérielle. Et c'est ce qu'il faut bien intégrer. C'est que dans le monde économique au sens large d'ailleurs, pas que l'alimentaire, ce qui a de la valeur aujourd'hui, c'est l'usage, c'est si vous voulez, c'est le value for money en bon anglais qu'un consommateur va accorder à un produit par rapport à sa valeur d'usage et par rapport à sa valeur immatérielle. Tant que la filière ou les acteurs de la filière resteront sur une logique de croire
que ce qui a de la valeur, c'est ce qui coûte, ils ne s'en sortiront pas. Parce qu'en plus, on a des coûts de production qui sont souvent plus élevés qu'ailleurs. Donc il faut investir sur le terrain de la valeur immatérielle. Et il y a des tas de façons de le faire. J'ai cité quelques appellations célèbres, mais on peut citer un exemple qui est petit en fait en volume, hein, on en parle souvent trop, et d'ailleurs j'en parle encore, mais qui est remarquable dans l'idée. C'est qui le patron? Le lait de C'est qui le patron, c'est en fait le même que le lait d'une brique à côté. Sauf que l'action de C'est qui le patron, la façon de développer cette marque et l'imaginaire qu'il y a autour, et la réalité d'ailleurs qu'il y a autour, génère une valeur immatérielle qu'un certain nombre de consommateurs, pas tous, mais qu'un certain nombre de consommateurs sont prêts à payer parce qu'ils se reconnaissent dedans. C'est l'illustration du fait que la valeur, elle n'est pas dans le produit lui-même, elle n'est pas dans le lait lui-même, elle est dans la partie immatérielle. Et le sujet est là, c'est comment comment la filière arrive à construire, à fabriquer de l'immatériel. Et le monde agroalimentaire français, historiquement, était un monde plutôt centré sur le produit, plutôt que sur cette valeur immatérielle, ou cette valeur d'usage. À l'inverse d'un certain nombre de nos compétiteurs européens, qui ont des produits de qualité, aussi bons que les Français. Il faut arrêter de dire qu'on est les meilleurs du monde partout. Il y a des gens qui font des choses très bien ailleurs. Mais souvent, ils ont beaucoup plus investi sur la valeur immatérielle des choses, des produits, et y compris à un niveau international, pour avoir une connotation très forte de leurs produits. Et ça ramène de la valeur ensuite sur l'amont. Je vous remercie Philippe Gutzmann. Nous sommes arrivés au terme de notre entretien. C'était très dense et ça nous donne beaucoup de grains à moudre pour la suite. Merci vraiment d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je vous donne rendez-vous cet après-midi pour de nouvelles émissions sur ce plateau de Village Semence. Bon après-midi à tous.